bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse à un cas économique assez fascinant, celui du dinar algérien. Oui, bonjour. C'est un sujet complexe. Alors voilà, officiellement, 1 euro, c'est à peu près 150 dinars. Mais dans la rue, si on peut dire, on entend parler de taux qui grimpent, parfois jusqu'à 250, 255 dinars pour 1 euro. C'est un écart énorme. Absolument. C'est ce qu'on appelle un système de double taux de change. Et la différence, cette prime sur le marché parallèle, elle est très significative. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On s'appuie sur quoi pour ça? Des analyses économiques, j'imagine? Exactement. Des documents sur la structure de l'économie algérienne, les politiques monétaires, le fonctionnement de ces marchés. L'idée, c'est de comprendre d'où vient cette dualité, ses conséquences bien réelles sur l'économie, la vie des gens, et ce que ça nous dit, au fond, des défis du pays. Parfait. Alors, commençons par la base. Il y a deux marchés, donc. Le premier, c'est le marché officiel. Comment il fonctionne, celui-là? Alors, le taux officiel, il est géré par la Banque d'Algérie. On parle de flottement dirigé. C'est-à-dire que la Banque centrale intervient pour piloter la valeur du dinar. D'accord. Ce qui donne une dépréciation assez lente, contrôlée. Par exemple, on est passé de 134 dinars pour 1 euro en 2019 à environ 145 aujourd'hui. Ok, une dépréciation, mais maîtrisée. Mais qui a accès à ces devises au taux officiel? Tout le monde? Ah non, loin de là. L'accès est très très réglementé. C'est réservé aux importations jugées stratégiques par l'État, à certaines opérations gouvernementales, et il y a aussi l'allocation touristique pour les particuliers, mais elle est notoirement insuffisante. Et voilà. Et cette insuffisance, j'imagine, ça nous amène directement à l'autre marché. Le fameux marché parallèle. Le square, comme on l'appelle souvent. Exactement. Le square Port Saïd à Alger, c'est le symbole. Mais en réalité, ce marché est partout. C'est là que se fait la majorité des échanges de devises pour les particuliers et une partie de l'économie informelle. Et là, le taux est fixé comment? C'est la loi de l'offre et de la demande? Tout à fait. La prime, l'écart avec le taux officiel, qui peut effectivement atteindre 60-70%, elle fluctue constamment. C'est un peu le baromètre de la confiance dans l'économie et de la disponibilité réelle des devises. Et qui utilise ce marché parallèle concrètement? Beaucoup de monde. Les citoyens pour des besoins non couverts, les voyages, les soins médicaux à l'étranger, les études. Il y a aussi les petits importateurs, ceux du trabando, ce commerce informel, et puis ceux qui veulent juste protéger leur épargne de l'inflation et de la dévaluation du dinar. C'est une valeur refuge. D'accord. Mais comment on en est arrivé là? Pourquoi cet écart s'est creusé et pourquoi il perdure? Alors, les racines sont assez profondes. Ça remonte au modèle économique post-indépendance, très basé sur le contrôle de l'État, et surtout à l'inconvertibilité du dinar. Inconvertibilité, c'est-à-dire? On ne peut pas échanger librement le dinar contre des devises étrangères, surtout pour sortir des capitaux. Il y a des contrôles très stricts. Ces restrictions, dès les années 70, ont créé une pénurie structurelle de devises dans le circuit officiel. Et donc, le marché parallèle est né pour répondre à la demande non satisfaite. C'est un peu en cercle vicieux. Le contrôle crée le marché noir, et l'existence de ce marché noir, qui peut aussi servir à des choses moins avouables, comme la fuite de capitaux, justifie le maintien du contrôle. On a parlé de la demande, mais l'offre sur ce marché parallèle, d'où viennent les euros, les dollars? Principalement des transferts de la diaspora algérienne, les retraites payées en euros, l'épargne envoyée aux familles. Il y a aussi une partie des revenus du tourisme qui échappe au circuit officiel, et peut-être des exportations qui ne sont pas déclarées. Et la demande, on l'a dit, les ménages, le commerce informel, oui, le cabas, comme on dit parfois. Et puis, il faut être honnête, la préservation de valeur face à l'inflation, la fuite de capitaux aussi, et sans doute des activités illicites. En gros, ce marché parallèle, il fournit un service que l'État n'assure pas, ou pas assez. Et le pétrole dans tout ça? L'Algérie dépend énormément des hydrocarbures pour ses rentrées de devises. Quel rôle ça joue? Un rôle absolument central. Plus de 90% des recettes d'exportation, c'est le pétrole et le gaz. C'est avec ces devises que la Banque d'Algérie constitue ses réserves de change. Pour défendre le taux officiel? Exactement. Pour pouvoir intervenir et maintenir le cours officiel. Donc, quand les prix du pétrole chutent, les réserves diminuent, la capacité d'intervention de la Banque centrale faiblit. Et la pression sur le marché parallèle augmente, la prime grimpe. Voilà, c'est mécanique. La demande de devises refuge s'accroît sur le marché parallèle, car l'offre officielle se raréfie ou on anticipe qu'elle va se raréfier. Quelles sont les conséquences de ce système fracturé sur l'économie algérienne? J'imagine qu'elles sont nombreuses.
Oui, elles sont profondes. D'abord, ça crée d'énormes distorsions et inégalités. C'est une sorte de taxe cachée pour ceux qui doivent acheter des devises au taux parallèle. Et une subvention pour ceux qui ont accès au taux officiel. Exactement. Ensuite, ce taux officiel, qui est artificiellement fort, surévalué, il favorise les importations au détriment de la production locale. On parle souvent de mentalité import-import. Ça n'incite pas à produire localement. Et l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça alimente l'inflation réelle, celle ressentie par les gens, car beaucoup de biens de consommation sont importés via des circuits informels qui utilisent le taux parallèle. Et bien sûr, ça érode la confiance dans le dinar. On entend souvent l'argument qu'un taux officiel fort protège le pouvoir d'achat pour les biens de première nécessité importés. Oui, c'est vrai pour une partie des biens subventionnés, mais l'effet global est plus complexe. Surtout, ce système est un frein énorme à un objectif affiché. Ah oui, Eh oui. comment ça? Pour diversifier, il faut attirer des investissements, notamment étrangers, et encourager les exportations hors hydrocarbures. Mais l'incertitude sur le change, les difficultés pour rapatrier les bénéfices, tout ça, ça décourage l'investissement direct étranger. C'est paradoxal. C'est une contradiction majeure, oui. On veut diversifier, mais on maintient un système de change qui pénalise les exportateurs hors hydrocarbures, qui, eux, recevraient des dinars au taux officiel pour leurs devises, et qui fait fuir les investisseurs potentiels. Et j'imagine que ça pose aussi des problèmes de gouvernance économique. Bien sûr, une grande partie de l'économie échappe au secteur formel, donc la politique monétaire est moins efficace. Ça facilite la fuite des capitaux, potentiellement le blanchiment, et puis les statistiques officielles deviennent moins fiables pour piloter l'économie. Alors, au final, entre ces deux taux, le taux officiel et le taux parallèle, c'est quoi la vraie valeur du dinar? Bonne question. Probablement ni l'un ni l'autre, en fait. Le taux officiel, c'est un choix politique. Il est surévalué par rapport à l'équilibre du marché. Il sert à subventionner certaines choses et à maîtriser l'inflation officielle. Et le parallèle? Le parallèle, lui, il reflète mieux l'offre et la demande réelle. Mais attention, dans les conditions actuelles de contrôle et de restriction. Et il intègre une prime de risque importante liée à l'illégalité et à l'incertitude économique. Donc la vérité serait quelque part entre les deux. Probablement. Mais si le marché était unifié et plus libre, la valeur d'équilibre du dinar serait sans doute bien plus faible que le taux officiel actuel. Donc, pour résumer, ce système de double taux, c'est plus qu'une simple bizarrerie monétaire. C'est vraiment le symptôme d'une économie très administrée, très dépendante de la rente pétrolière, et ça génère beaucoup de problèmes. C'est exactement ça. Des distorsions, des inégalités, des freins au développement. C'est un symptôme majeur. Alors la solution logique, ce serait d'unifier les taux. À terme, oui, c'est un objectif nécessaire pour une économie plus saine. Mais attention, il ne faut pas brûler les étapes. Les expériences d'autres pays montrent que l'unification doit être l'aboutissement de réformes, pas le point de départ. Un Big Bang monétaire sans préparation serait très risqué. Quelles seraient ces réformes préalables? Il faut d'abord un cadre macroéconomique plus solide. Ça veut dire plus de discipline budgétaire, améliorer très sérieusement le climat des affaires pour attirer l'investissement productif, moderniser le secteur financier. Un gros chantier. Oui, et c'est seulement après, ou en parallèle de manière très coordonnée, qu'on peut envisager une libéralisation très graduelle, très séquencée du régime de change. Il faut éviter les chocs brutaux, les solutions cosmétiques, comme l'idée qui revient parfois d'un dinar lourd en enlevant des zéros, ça ne change rien au problème de fond. Ça demande une vraie transformation structurelle, en fait. Tout à fait, et ça n'y laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Au-delà des aspects purement techniques de la monnaie, qu'est-ce que la persistance, la vitalité de ce marché parallèle nous dit sur la relation, parfois compliquée, entre l'État algérien, l'économie formelle, et puis les stratégies que les citoyens déploient au quotidien pour naviguer ce système et répondre à leurs besoins?